Bonjour, bienvenue à ce cours de linguistique française pour cette unité 3, Panorama des idées linguistiques de la Renaissance au XIXe siècle. Nous commencerons par étudier les idées linguistiques à l'époque de l'humanisme de la Renaissance. Nous verrons rapidement le développement de l'humanisme, ses grands principes, son rapport aux langues, ses premières grammaires et sa politique linguistique. Nous entrerons ensuite dans le XVIIe siècle pour étudier cette période de normalisation du français et aussi de la première grammaire générale. Ensuite, au XVIIIe siècle, l'époque des Lumières, nous verrons la continuation de la grammaire générale, les réflexions sur l'origine du langage, la fin du mythe de la tour de Babel et les réflexions sur la parenté des langues. Au XIXe siècle, nous étudierons la naissance de la grammaire comparée. Nous aborderons aussi des philosophies du langage avec Humboldt et Schleicher, et nous continuerons à étudier la grammaire comparée, son développement, et puis cette crise qu'elle connaît à la fin du siècle avec les néogrammairiens et la fameuse querelle des lois phonétiques. L'humanisme de la Renaissance et ses valeurs. L'humanisme est un mouvement de pensée qui s'est développé en Europe pendant la Renaissance entre les XIVe siècle et XVIe siècle. Parti très tôt de grandes villes d'Italie, l'humanisme a rayonné dans toute l'Europe cultivée. Je note ici Mayence, où est née l'imprimerie en Europe avec Gutenberg. Les grands principes de l'humanisme de la Renaissance. Ce sont un retour au savoir antique et aux sources de la Bible. Les humanistes sont pour un retour aux sources de la pensée de l'Antiquité grecque ou latine. Ils redécouvrent, relisent et traduisent les textes anciens originels. Ils prônent également un retour aux textes anciens de la Bible, en grec ou en hébreu, pour en retrouver le sens original. Les humanistes ont foi en l'homme. Ils ont une vision optimiste, positive de l'être humain et croient dans ses capacités à devenir meilleur et plus sage. Ils proposent aussi de nouvelles pédagogies. Ils critiquent l'enseignement médiéval et essaient de proposer de meilleurs modèles éducatifs. Ils font aussi une critique de la société. Les humanistes critiquent la société de leur temps et imaginent des utopies, c'est-à-dire des modèles de société idéale. Les humanistes sont pour un retour à la culture antique. Je vous propose de découvrir deux d'entre eux, Marcille Ficin et Didier Érasme. Le poète, philosophe et traducteur italien Marcille Ficin, né en 1433 et mort en 1499, est un humaniste important de la Renaissance. C'est grâce à sa traduction du grec vers le latin de l'œuvre entière de Platon, achevée vers 1483, que l'Europe peut découvrir la pensée du philosophe grec. Explication historique. En 1462, Cosme de Médicis, alors chef de la République de Florence, commande la traduction en latin de l'œuvre de Platon à Marcille Ficin. Au début du XVe siècle, les œuvres de Platon n'étaient connues qu'à travers des résumés ou des commentaires en arabe. Toutefois, des savants grecs qui fuient les Turcs, maîtres de Constantinople depuis 1453, apportent en Italie de nombreux textes grecs et latins de l'Antiquité.
L'écrivain, théologien et traducteur hollandais Didier Erasme, né vers 1466 et mort en 1536, est considéré comme un des plus grands humanistes de la Renaissance. Au XVe siècle, la Bible chrétienne n'est connue qu'à travers la Vulgate, une traduction en latin réalisée à la fin du IVe siècle à partir du texte hébreu de l'Ancien Testament et du texte grec du Nouveau Testament, qui sont les deux parties de la Bible. En 1456, Gutenberg fait de cette Vulgate le premier livre imprimé en Europe, à Mayence. Avec la large diffusion de cet ouvrage imprimé, apparaissent aussi de plus en plus les nombreux défauts de la traduction latine par rapport aux manuscrits originels en hébreu et en grec. Pour Erasme, ces défauts de traduction empêchent les chrétiens d'accéder au message authentique de la Bible. Il décide donc de retraduire en latin le Nouveau Testament. Cette nouvelle traduction latine est publiée à Bâle en 1516. Elle fait polémique car elle touche au texte sacré. Les humanistes de la Renaissance croient en l'homme. Les humanistes s'opposent à la vision négative de l'être humain portée par la religion durant le Moyen-Âge, celle d'une créature marquée par le péché originel. Nourris de culture antique, grecque et latine, ils proposent une vision plus optimiste de l'être humain, dont ils affirment la dignité, la liberté et la puissance. Selon eux, même s'il est imparfait, l'être humain peut atteindre la perfection par l'étude et la connaissance. Dans son étude des proportions du corps humain, selon Vitruve, Léonard de Vinci, par exemple, s'intéresse à la perfection du corps humain. Le philosophe et théologien humaniste italien Pic de la Mirandole, né en 1463 et mort en 1494, est l'auteur du fameux discours sur la dignité de l'homme, très souvent considéré comme une des premières professions de foi de l'humanisme de la Renaissance. Les humanistes proposent aussi de nouveaux modèles éducatifs. Dans son ouvrage de l'éducation des enfants, Erasme propose une pédagogie libérale s'appuyant sur les tendances naturelles positives de l'enfant pour développer son intelligence et sa moralité grâce à l'acquisition de la culture. Erasme accorde de l'importance à l'étude des arts libéraux, nous verrons cela dans le dossier, et à la maîtrise des langues anciennes, le latin, le grec, l'hébreu, pour accéder directement aux textes et savoirs de l'Antiquité. Vous voyez ici la couverture du livre de Didier Erasme, De Pueris, de l'éducation des enfants, et une citation très fameuse puisqu'elle a été reprise et détournée d'une certaine manière par Simone de Beauvoir. On ne naît pas homme, on le devient. Simone de Beauvoir reprendra cette citation et dira « On ne naît pas femme, on le devient ». Du côté français, un autre humaniste, lui aussi, propose un nouveau programme éducatif. C'est François Rabelais. Moine, médecin et écrivain français, François Rabelais, né vers 1494 et mort en 1553, est l'un des humanistes les plus célèbres de la Renaissance. En 1534, Rabelais publie La vie très horrifique du grand Gargantua, un roman dans lequel il décrit l'éducation d'un géant imaginaire nommé Gargantua. Rabelais est très critique de l'éducation du Moyen-Âge, fondée sur la répétition et la mémoire, et déconnectée du réel. Dans son roman, il montre qu'avec cette éducation, Gargantua devient fou, niais, tout rêveur et radoteur.
Il propose un nouveau programme éducatif. Former autant le corps que l'esprit, exercer son corps, le connaître et en prendre soin. Apprendre les langues anciennes pour accéder au savoir des anciens. Apprendre par la pratique, apprendre en faisant. Apprendre dans la joie, retrouver le plaisir d'apprendre. Pour mieux comprendre l'univers intellectuel des humanistes de la Renaissance, je vous propose un dossier sur les 7 arts libéraux. Les 7 arts libéraux désignent les matières enseignées dans les écoles de l'Antiquité, mais également du Moyen-Âge. Les arts libéraux se divisent en 2 groupes, le trivium et le quadrivium. Le trivium, mot qui signifie les 3 chemins en latin, concerne le pouvoir de la langue. Il se divise en grammaire, en dialectique et en rhétorique. Le quadrivium, les 4 chemins, se rapporte au pouvoir des nombres. Il se compose de l'arithmétique, de la musique, de la géométrie et de l'astronomie. Voici une magnifique illustration qui se trouve dans Le Jardin des Délices, une encyclopédie manuscrite réalisée au XIIe siècle par Hérade de Landsberg, abbesse dans un couvent d'Alsace. Et vous voyez sur cette illustration, au centre, la philosophie. Vous pouvez distinguer ici Socrate à gauche et Platon à droite, 2 philosophes très célèbres de l'Antiquité grecque. Si l'abbesse Hérade de Landsberg a placé la philosophie au centre de cette illustration, entourée des autres 7 arts libéraux, c'est qu'elle considère que la philosophie est la source des 7 fleuves que sont les arts libéraux. Voici en détail les matières enseignées dans le trivium, la grammaire qui peut être définie comme l'art de parler juste ou correctement, la rhétorique qui peut être définie comme art de parler beau pour convaincre, persuader, et la dialectique qui peut être définie comme art de parler vrai, c'est-à-dire selon la logique. Le quadrivium, enfin, qui se rapporte au pouvoir des nombres et qui se compose de l'arithmétique, de la musique, de la géométrie et de l'astronomie. Les humanistes de la Renaissance étaient très critiques de la société, tel Thomas More. Juriste, historien, philosophe, humaniste, théologien et homme politique anglais, Thomas More, né en 1478 et mort en 1535, est l'un des humanistes les plus célèbres de la Renaissance. En 1516, Thomas More publie son roman « L'Utopie ou le traité de la meilleure forme de gouvernement ». Dans ce roman, écrit en latin, l'écrivain anglais décrit la vie des habitants d'une île imaginaire appelée Utopie, qui en grec signifie nulle part. Sur cette île, il n'y a ni guerre, ni misère, ni crime, ni injustice, ni aucun des autres maux dont souffrait l'Europe du XVe siècle. L'utopie est une critique de la société de l'époque et un plaidoyer pour un monde meilleur, plus libre et plus juste. Voyons maintenant les rapports des humanistes avec les langues, et notamment, pour commencer, les langues anciennes. Les humanistes s'intéressent aux langues anciennes telles que le grec, le latin ou l'hébreu, parce qu'ils veulent pouvoir lire les manuscrits anciens dans la langue originelle des auteurs de l'Antiquité. Les humanistes pratiquent la philologie, c'est-à-dire l'étude et la compréhension des textes anciens. Connaissant les langues anciennes, ils peuvent comparer les manuscrits latins du Moyen Âge, souvent fautifs,
avec des manuscrits plus anciens afin d'en corriger les fautes et les oublis. Parfois, ils font une nouvelle traduction latine du texte ancien, comme Érasme, qui retraduit le Nouveau Testament. De nombreux manuscrits anciens sont perdus ou oubliés dans des bibliothèques lointaines. Alors les humanistes voyagent à travers toute l'Europe pour les retrouver. En 1453, un grand nombre de ces manuscrits sont apportés en Europe par des exilés grecs fuyant les Turcs après la prise de Constantinople. Sur cette illustration à droite, vous voyez représenter le démon Titivillus. Au Moyen-Âge, on dit que Titivillus est un démon qui pousse les moines copistes à faire des fautes. Ceci pour illustrer ce que nous venons de dire. Les manuscrits latins du Moyen-Âge sont souvent fautifs et les humanistes essayent de les corriger à partir des textes écrits en langue originelle ou à partir des textes plus anciens. Un autre écrivain qui fait la promotion des langues anciennes, c'est Didier Érasme. L'écrivain, théologien et traducteur hollandais Didier Érasme, né en 1466 et mort en 1536. Les Antibarbares est le premier livre écrit par Érasme. Dans cet ouvrage, Érasme s'attaque à ceux qu'il nomme les barbares. Mais qui sont ces barbares? Eh bien, ces barbares, ce sont les scolastiques, c'est-à-dire les professeurs des universités médiévales de son temps. En effet, Érasme reproche à ses professeurs de parler des anciens textes grecs à partir de mauvaises traductions en latin et sans vraiment les connaître. Ils sont des barbares parce qu'ils sont ignorants et méprisent la langue grecque. Pour Érasme, il est indispensable de connaître les langues anciennes pour être capable de comprendre les textes de l'Antiquité. Un autre humaniste, pour qui l'étude des langues anciennes est très importante, c'est Guillaume Budet. Écrivain, traducteur, bibliothécaire, imprimeur, le français Guillaume Budet, né en 1467 et mort en 1540, est l'un des humanistes les plus célèbres de la Renaissance. Il fut secrétaire et bibliothécaire du roi de France, François Ier. Guillaume Budet veut promouvoir l'humanisme et l'enseignement des langues anciennes. Il suggère à François Ier la fondation d'un collège des 3 langues, latin, grec, hébreu, où des savants viennent enseigner à tous les publics gratuitement. François Ier fonde ce collège en 1529 sous le nom de Collège royal pour combattre l'influence de l'université de la Sorbonne, où le grec était interdit depuis 1523. C'est aujourd'hui le Collège de France, un important établissement public d'enseignement supérieur et de recherche. Les humanistes de la Renaissance accordaient également beaucoup d'importance à la défense des langues vernaculaires, c'est-à-dire des langues du peuple, tel Joachim du Bellay. Le poète humaniste français Joachim du Bellay, né en 1522 et mort en 1560, fait partie du groupe des 7 poètes français appelés la Pléiade, dont l'ambition était d'enrichir et de perfectionner la langue française. Afin de permettre au plus grand nombre d'avoir accès au savoir, les humanistes choisissent d'écrire ou d'enseigner en langue vernaculaire, c'est-à-dire la langue du peuple, comprise et parlée au quotidien par opposition au latin qui était la langue des savants. En France, le poète Joachim du Bellay publie en 1549 Défense et illustration de la langue française. Il défend l'idée que pour enrichir le français, il faut aussi l'utiliser dans les œuvres scientifiques ou littéraires. Un autre exemple
de l'importance accordée aux langues vernaculaires par les humanistes de la Renaissance et la traduction de la Bible en français. L'enseignant, traducteur, théologien et pédagogue français Pierre Robert Olivetan, né vers 1506 et mort en 1538, est l'auteur de la première traduction de la Bible en français à partir des textes originaux en hébreu et en grec. Pierre Robert Olivetan était un homme très savant en hébreu et en grec. Sa traduction de la Bible en français fut imprimée en 1535. Mais les humanistes de la Renaissance ne se sont pas intéressés qu'aux langues anciennes et qu'aux langues vernaculaires. Ils ont aussi découvert, avec la découverte des nouveaux mondes, des langues des nouveaux mondes. La Renaissance, c'est l'époque des voyages lointains et de la découverte de nouveaux mondes. En 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique. En 1498, Vasco de Gama découvre la route des Indes. Ces voyages lointains permettent de découvrir des civilisations très différentes, d'autres peuples, d'autres cultures, ainsi que des langues jusqu'alors inconnues. Ainsi, lors de son premier voyage en 1492, Christophe Colomb découvre à Haïti, qu'il nomme Hispaniola, le peuple des Taïnos. Christophe Colomb décide de faire traduire en latin tous les mots de leur langue. D'ailleurs, il en reste des traces dans la langue française. Saviez-vous que les mots ananas, goyave et papaye, par exemple, viennent de la langue des Taïnos? Voici sur la droite une liste de ces mots français provenant du Taïnos. Et il y en a d'autres. La Renaissance, c'est aussi l'époque des premières grammaires du français. Or, chose amusante, les deux premières grammaires du français sont anglaises. Pour le comprendre, il faut savoir que de 1066 à 1362, la langue officielle du royaume d'Angleterre avait été le français. Au XVe et XVIe siècle, elle restait admirée, apprise et pratiquée par les élites anglaises. Le Donnez français est considéré comme la première grammaire du français. Elle a été écrite en français et date de 1409. C'est un ouvrage commandité par l'anglais John Barton à des lettrés français et destiné à apprendre aux Anglais le doux français de Paris. Depuis le XIe siècle, la langue française était la langue des élites anglaises. L'éclaircissement de la langue française est la première grammaire imprimée du français. Elle date de 1530. Elle a été écrite en anglais par John Palsgrave, un professeur d'anglais de la cour royale d'Angleterre. Avec ses 1000 pages, cette grammaire est beaucoup plus complète que le Donnez français de John Barton. La première grammaire du français rédigée en français paraît en 1550 sous le titre « Le traité de la grammaire française ». Elle est l'œuvre de Louis Maigret. Louis Maigret, né vers 1510 et mort en 1558, était un grammairien lyonnais. Le linguiste Charles-Louis Livet considérait qu'il était le père de la grammaire française. Les premières grammaires des langues des Nouveaux Mondes. En 1547, le missionnaire chrétien espagnol Andrés de Olmos, né en 1480 et mort en 1571, rédige en espagnol la première grammaire du nahuatl, une langue parlée en Amérique centrale et en Amérique du Nord. En 1549, le prêtre catholique portugais Henrique Henriques, né en 1520 et mort en 1600, rédige en latin la première grammaire du tamoul, une langue originaire du sud de l'Inde. En 1608, le missionnaire catholique portugais João Rodrigues, né en 1562 et mort en 1633,
rédige en portugais Arte da Língua de Japão, qui est la plus ancienne grammaire japonaise complète encore existante. Enfin, pour conclure notre chapitre consacré aux idées linguistiques de l'époque de la Renaissance, découvrons la politique linguistique d'un roi de France considéré comme un roi emblématique de cette période de la Renaissance, le roi François Ier. En 1539, le roi François Ier signe l'ordonnance de Villers-Cotterêts. Dans ce texte de loi, 2 articles imposent la langue maternelle française à la place du latin pour l'enregistrement des baptêmes et dans les documents juridiques et administratifs. Ce que François Ier appelle alors la langue maternelle française n'est pas uniforme, c'est une langue plurielle. Il y a le français d'Île-de-France du roi François Ier, mais aussi tous les français dialectaux. Au XVIe siècle, les langues vernaculaires sont nombreuses face au latin des lettrés. Parmi elles, la langue de l'Île-de-France devient un supradialecte, un dialecte modèle, puisque c'est la langue du roi, la langue du pouvoir. Entrons maintenant dans le XVIIe siècle, le grand siècle. C'est une période pendant laquelle se développe la normalisation du français et naissent des grammaires générales. La normalisation du français, Malherbe. Poète officiel des rois Henri IV et Louis XIII de 1605 à 1628, François de Malherbe est, comme les poètes de la Pléiade, un ardent défenseur de la langue française. Toutefois, contrairement aux poètes de la Pléiade, Malherbe refuse les archaïsmes, les néologismes, les pédantismes et les régionalismes. Son but est de fixer l'usage de la langue française, de rendre celle-ci à la fois plus claire, plus stable et plus compréhensible de tous. Malherbe est à l'origine du goût classique. Pour définir ce qu'il appelle le bon usage, le poète prend comme modèle le français de l'Île-de-France, celui de la cour royale et des meilleurs auteurs du temps, mais sans ignorer le parler courant du peuple. La normalisation du français, l'Académie française. En 1634, Richelieu, principal ministre d'État du roi Louis XIII, fonde l'Académie française. Le rôle de cette académie est de donner des règles à la langue française et de fixer son bon usage. Comme l'indique l'article 24 des statuts, la principale fonction de l'Académie sera de travailler avec tout le soin et toute la diligence possible à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences. L'Académie lance en 1638 le plan de son premier dictionnaire. Rédigé d'abord par Vaugelas, le premier tome de A à L ne sera achevé qu'en 1694. Principal ministre d'État du roi Louis XIII depuis 1624, le cardinal de Richelieu est un homme puissant qui cherche à accroître le pouvoir de la monarchie sur l'ensemble du royaume. Avec l'Académie française, Richelieu dispose d'un instrument lui permettant de renforcer le prestige et le rayonnement de la langue française, langue du pouvoir royal, dans tout le royaume ainsi qu'à l'étranger. Vous voyez sur la gauche, ici, le premier volume du premier dictionnaire de l'Académie française, achevé en 1694, et puis, au milieu, les 2 volumes. Le deuxième volume ne paraîtra qu'en 1718. Enfin, au XXe et XXIe siècle, nous avons ici les 3 premiers tomes de la 9e édition du dictionnaire de l'Académie, qui vont de la lettre A à Q. Le 3e tome apparu en 2011, et nous attendons le 4e.
Alors, la normalisation du français, Vaugelas. Le grammairien Claude Favre de Vaugelas, né en 1585 et mort en 1650, est nommé membre de l'Académie française dès sa fondation en 1634. Il s'occupe particulièrement du dictionnaire de l'Académie, mais il travaille aussi à la rédaction de l'ouvrage qui le rendra célèbre, les fameuses remarques sur la langue française, utiles à ceux qui veulent bien parler et bien écrire. Cet ouvrage n'est pas vraiment une grammaire, mais une description de ce que Vaugelas considère être le bon usage du français, à savoir la langue parlée à la cour du roi. Le but de Vaugelas était en effet d'aider son lecteur à bien parler et bien écrire, comme le font les gens de la cour. En ce sens, la démarche de Vaugelas est normative et prescriptive. Et puis, le XVIIe siècle, c'est aussi une période pendant laquelle se développent des grammaires générales, comme par exemple la très célèbre grammaire générale de Port-Royal, qui tend vers une approche plus scientifique des langues. En 1660, le théologien et philosophe Antoine Arnauld, né en 1612 et mort en 1694, et le grammairien Claude Lancelot, né en 1615 et mort en 1695, publient la fameuse grammaire générale et raisonnée de Port-Royal. Leur ouvrage est très différent des remarques sur la langue française de Vaugelas. Arnauld et Lancelot ne cherchent pas à prescrire le bon usage de la langue, ils cherchent à fonder la grammaire générale, c'est-à-dire une science capable d'expliquer la diversité des langues et de leur grammaire particulière à partir des principes logiques universels de la raison humaine. Leur grammaire peut être qualifiée de rationaliste. Elle s'inspire de la philosophie du français René Descartes. Dans son livre Cartesian Linguistics, publié en 1966, Chomsky considérera Arnauld et Lancelot comme des précurseurs de sa grammaire générative. Entrons maintenant dans le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Nous verrons la continuation de la grammaire générale entamée au XVIIe siècle. Nous découvrirons des réflexions sur l'origine du langage, la fin du mythe de la tour de Babel, et des réflexions sur la parenté des langues. La grammaire générale de Nicolas Bosé. Nicolas Bosé, né en 1717 et mort en 1789, fut membre de l'Académie française de 1772 jusqu'à sa mort. Comme Arnauld et Lancelot l'avaient fait au XVIIe siècle, le grammairien Nicolas Bosé cherche à développer une grammaire générale. Lui aussi est un grammairien rationaliste, en ce sens que, lui aussi, cherche à remonter aux principes logiques universels de la raison, à partir desquels les langues ont pu être construites. Toutefois, malgré son rationalisme, Nicolas Bosé cherche aussi à rendre compte de la diversité des langues du monde. Et outre le français et le latin, il étudie une quinzaine d'autres langues, comme par exemple le chinois, le suédois ou l'arabique. C'est en effet à partir des grammaires particulières des langues qu'il tente de remonter vers une grammaire générale. Sa démarche est inductive. Les réflexions sur l'origine du langage. Condillac. Dans son essai sur l'origine des connaissances humaines, publié en 1746, Condillac défend l'idée que le langage naît de la sensation et du besoin. Autrement dit, que le langage a une origine naturelle, une origine biologique. Cette philosophie sensualiste de Condillac s'inspire de la philosophie empiriste de l'anglais John Locke, pour qui l'expérience est la source de toute connaissance.
Avec sa thèse d'une origine naturelle du langage, Condillac s'oppose à la thèse biblique d'une origine miraculeuse et divine. Il ouvre la voie pour une recherche de type naturaliste. Une autre réflexion sur l'origine du langage, celle de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, né en 1712 et mort en 1778, est un écrivain, philosophe et musicien genevois francophone. Au XVIIIe siècle, de nombreux penseurs s'intéressent à l'origine du langage. Dans son essai sur l'origine des langues, œuvre posthume publiée en 1781, le philosophe genevois Jean-Jacques Rousseau, comme Condillac, refuse toute explication miraculeuse à l'origine du langage. Le philosophe soutient l'idée que le langage a des causes naturelles parce qu'il est situé à la frontière entre l'état naturel et l'état social des êtres humains. La parole, étant la première institution sociale, ne doit sa forme qu'à des causes naturelles. Extrait de l'essai sur l'origine des langues, chapitre 1. Le mythe de la tour de Babel, fin d'un modèle. Pour les chrétiens du Moyen Âge, la diversité des langues trouvait son explication dans la Bible. À l'origine, toute l'humanité parlait une seule et même langue, l'hébreu. Cependant, lorsque les êtres humains entreprirent la construction de la tour de Babel, Dieu, pour punir leur orgueil et les empêcher de construire cette tour, les condamna à ne plus parler la même langue et les sépara en plusieurs communautés linguistiques. Traditionnellement, les langues du monde étaient divisées en deux groupes de langues. D'une part, les trois langues sacrées, ou langues savantes, à savoir l'hébreu, souvent considéré comme la langue mère, le grec et le latin. Et d'autre part, toutes les autres langues, parfois appelées langues barbares. En grec ancien, le mot barbaros désignait les non-grecs, les étrangers dont la langue ressemble à un charabia. Toutefois, depuis la Renaissance, avec l'étude et la comparaison des langues du monde, les idées sur l'origine des langues et sur leur classement évoluent et s'écartent de plus en plus du modèle biblique. L'étude du sanskrit va accélérer cette évolution. Réflexion sur la parenté des langues. Gaston Laurent Curdoux. La pratique de la comparaison des langues est commune depuis la Renaissance. Vers la fin du XVIIIe siècle, cette pratique s'intensifie, et certains grammairiens et philologues remarquent de nombreuses ressemblances entre les langues européennes et le sanskrit. En 1767, Gaston Laurent Curdoux, missionnaire en Inde, envoie un mémoire à l'Académie des inscriptions et belles-lettres de Paris. Il y présente des similitudes entre le sanskrit, le latin et le grec ancien et émet pour la première fois l'hypothèse d'une origine commune. Vous voyez dans ce tableau des exemples de ressemblances entre le sanskrit, le latin et le grec donnés par Gaston Laurent Curdoux pour justifier leur origine commune. Vous voyez par exemple un don en français, donum en latin, danam en sanskrit. Ou bien encore, nouveau, novus en latin, navas en sanskrit. Jour en français, dies en latin, divas en sanskrit. Entre en français, inter en latin, antar en sanskrit. Et même jusqu'à la conjugaison, vous voyez, je suis, tu es, il est, emi, eis, esti, et en sanskrit, asmi, asi, asti. Toutefois, les historiens se souviendront surtout du philologue anglais William Jones, né en 1746 et mort en 1794, qui, en 1786, fait devant la Société royale d'Asie un discours
célèbre, dans lequel il fait lui aussi l'hypothèse, 20 ans après Curdoux, que le sanskrit, le grec et les langues germaniques ont une origine commune. The Sanskrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure, more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either, yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs and the forms of grammar, than could possibly have been produced by accident, so strong indeed that no philologer could examine them all three without believing them to have sprung from some common source which perhaps no longer exists. Et nous entrons maintenant dans le XIXe siècle. Et nous aborderons la naissance de la grammaire comparée, différentes philosophies du langage comme celle de Humboldt et celle de Schleicher, le développement de la grammaire comparée en crise avec la fameuse querelle des lois phonétiques suscitées par les néogrammairiens. Naissance de la grammaire comparée. En 1816, Franz Bopp publie un mémoire sur le système de la conjugaison du sanskrit. Dans ce mémoire, Franz Bopp cherche à décrire l'évolution des langues sanskrites, grecques, latines, persanes et germaniques à partir d'une langue originelle commune qu'il appelle l'indo-européen. Pour cela, il compare les formes grammaticales de ces langues de façon rigoureuse et précise. Aussi est-il considéré comme le fondateur de la grammaire comparée. En 1818, dans ses recherches sur l'origine de l'ancienne langue nordique ou islandaise, le philologue danois Rasmus Christian Rask, né en 1787 et mort en 1832, compare l'islandais au grec, au latin et aux langues baltes, slaves et germaniques. Il identifie des correspondances phonétiques qui démontrent la parenté de ces langues. En réalité, l'ouvrage de Rask était terminé en 1814. Il devançait de 2 ans celui de Bopp et de 5 ans celui de Grimm que nous allons découvrir maintenant. En 1819, dans sa grammaire allemande, le conteur et philologue allemand Jacob Grimm, né en 1785 et mort en 1863, décrit l'évolution phonétique de plusieurs langues germaniques. Il montre que dans toutes ces langues, la prononciation de certaines consonnes change de la même manière. Il appelle ce phénomène la mutation consonantique. Cette mutation sera aussi appelée loi de Grimm. C'est une découverte importante qui marque le début de la phonétique historique. En comparant les langues entre elles, les philologues établissent des correspondances phonétiques comme celle ci-dessous entre le P des langues non germaniques et le F des langues germaniques. Pour expliquer ces correspondances, ils font l'hypothèse d'une langue commune, à savoir l'indo-européen. La mutation consonantique du P originel en F se produit chez tous les locuteurs d'une langue germanique et dans tous les mots comportant ce son. La découverte fut appelée loi de Grimm. Découvrons maintenant 2 philosophies du langage opposées, celle de Humboldt et celle de Schleicher. Pour Humboldt, la langue que nous utilisons n'est pas quelque chose de fixe ou d'achevé. La langue est toujours en train de se faire. C'est une énergie, c'est l'activité de l'esprit
accompli dans l'acte de parole par les individus, les peuples et l'humanité tout entière. La langue forme notre vision du monde, mais en retour, nous formons la langue à chaque fois que nous parlons. La langue d'un peuple est son esprit, et son esprit est sa langue. Extrait de l'introduction à la langue Kawi de Wilhelm von Humboldt. Et puis il y a la philosophie du langage de Schleicher. Une philosophie opposée à celle de Humboldt. En effet, le philologue allemand August Schleicher défend une thèse opposée à celle de Humboldt. Pour lui, les langues ne sont pas le résultat de l'activité de l'esprit, les langues sont des organismes naturels qui, en dehors de la volonté humaine et suivant des lois déterminées, naissent, croissent, se développent, vieillissent et meurent. Pour Schleicher, la science du langage est donc une science naturelle. Il lui donne le nom de glottique. En 1863, le linguiste allemand publie La théorie de Darwin et la science du langage. Dans cet ouvrage, il compare l'évolution des langues à l'évolution des espèces selon Darwin. En 1861 et 1862, Schleicher publie les 2 volumes de son œuvre majeure, le Compendium de grammaire comparée des langues indo-européennes. Dans cet ouvrage, Schleicher tente de reconstruire les formes de l'indo-européen primitif et propose le premier arbre généalogique des langues européennes à partir de cette origine commune. Vous voyez ici l'indo-européen primitif, origine commune des langues indo-européennes de l'Europe, qui se diversifient petit à petit pour aboutir à cette diversité de langues plus tard. Schleicher est aussi le premier à utiliser l'astérisque pour signaler que ces reconstructions de l'indo-européen ne sont que des hypothèses. En 1868, cependant, il n'hésitera pas à composer la première fable en indo-européen primitif reconstruit, la brebis et les chevaux. Et puis, nous arrivons vers la fin du XIXe siècle à une crise de la grammaire comparée, une crise suscitée par les positions théoriques des néogrammairiens. Dès le début du XIXe siècle, les grammairiens comparatistes, sous l'influence des sciences naturelles, avaient l'habitude de nommer lois les changements phonétiques réguliers qu'ils découvraient dans l'évolution des langues indo-européennes. Ainsi, la mutation consonantique des langues germaniques découverte par Jacob Grimm avait été appelée loi de Grimm. Vers la fin des années 1870, les néogrammairiens affirment que les changements phonétiques obéissent à des lois sans exception, aussi strictes que celles de la physique ou de la chimie. Ainsi, en 1878, Hermann Osthoff et Karl Brugmann affirment que tout changement phonétique, autant qu'il se réalise mécaniquement et par lui-même, s'accomplit d'après des lois sans exception. Toutefois, de nombreux grammairiens comparatistes s'opposent à cette thèse radicale, et c'est la querelle des lois phonétiques. Pour beaucoup, les lois du langage ne sont pas des lois équivalentes aux lois de la physique ou de la chimie. La grammaire comparée est en crise, et de cette crise naîtra la linguistique moderne. Merci de votre intérêt pour ce cours. On se retrouve très bientôt pour la vidéo de présentation de l'unité 4, Saussure et le cours de linguistique générale. Au revoir.